Merci Corinne Narassiguin de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes élu de la Seine-Saint-Denis, membre du groupe socialiste. On va revenir évidemment dans quelques instants sur la crise des agriculteurs. Mais d'abord, l'autre actualité, c'est cette loi immigration. Vous étiez membre, vous, de la commission mixte paritaire et une grande partie de la loi a donc été censurée hier par le Conseil constitutionnel. Avant de revenir en détail sur la décision, comment vous avez réagi à cette décision du Conseil constitutionnel? Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'autant d'articles soient censurés, 35 sur les 86? Oui, c'est une satisfaction. C'est-à-dire que s'il y a eu autant d'articles censurés, c'est quand même parce que ce sont les parlementaires de gauche qui ont saisi le Conseil constitutionnel sur autant d'articles. Il faut quand même bien le dire. Et c'est justement parce que nous avons bien vu qu'il y avait une très large partie de cette loi qui n'était pas constitutionnelle. Et la réalité, c'est que tout le monde le savait. Quand on a voté la loi, quand on a discuté en CMP, même avant, quand on a déjà voté en hémicycle au Sénat, avant la CMP, à droite, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient et le gouvernement aussi avait souvent pointé du doigt toutes ces inconstitutionnalités tout en donnant des avis de sagesse. Donc tout le monde savait exactement ce qui n'était pas constitutionnel dans cette loi. Donc il y a eu quoi, un jeu de dupes? Comment vous expliquez que... Oui, il y a eu un grand jeu de manipulation politique, bien sûr, et le dommage collatéral très grave, ce sont nos institutions et le fonctionnement parlementaire. Voilà. On va revenir là-dessus en détail et sur cette décision, puisqu'on va voir quelles ont été les mesures précisément qui ont été retoquées. Quentin Calmet vient nous donner les détails de cette décision du Conseil constitutionnel. Bonjour Quentin. Bonjour Ariane, je suis ravi de vous retrouver. Mais de même, merci Bonjour, Quentin. Corinne Narassiguin. Bonjour. Le Conseil constitutionnel, on le disait, a donc prononcé une censure importante. Pas moins de 40% de la loi immigration a été supprimée de facto du texte. Effectivement, Ariane, on le voyait dans le reportage, le sujet de Mathias Arez. Juste avant, la décision est tombée à 16h30. C'est la deuxième plus longue jamais prononcée par la rue de Montpensier, par les sages de la rue de Montpensier. Et sur les 86 articles de la loi immigration, ce sont donc 32 qui ont été retoqués pour des problèmes de forme. Le juge constitutionnel estime que ces mesures sont des cavaliers législatifs, c'est-à-dire que leur objet s'éloigne trop du texte initial pour être accepté. Plus grave encore, vous le voyez juste en dessous, 3 articles sont censurés sur le fond. Ils sont contraires à la Constitution. Enfin, 2 articles font l'objet d'une réserve d'interprétation de la part du Conseil constitutionnel. Alors, les 32 articles censurés au motif qu'ils sont des cavaliers législatifs, ce sont les ajouts de la droite et du centre du Sénat. Voilà. Le Conseil estime que ces articles n'ont pas de lien direct avec la loi. Parmi les 32 mesures, il y a le durcissement de l'accès aux prestations sociales. La majorité de la droite et du centre au Sénat qui voulait conditionner ces allocations à une certaine durée de présence sur le territoire français, 5 ans en l'occurrence, contre 6 mois actuellement. Les juges ont écarté cet article car trop éloigné du texte initial selon eux. Autre mesure, le durcissement du regroupement familial avec une condition de séjour qui passait à 24 mois au lieu de 18 actuellement. Même chose encore pour le délit de séjour illégal. Enfin, la caution retour pour les étudiants étrangers a également été censurée, Ariane. Et vous le disiez, Quentin, il y a des mesures qui ont été retoquées car contraires à la Constitution. Voilà, selon les juges constitutionnels, ce n'est pas du ressort de la loi d'imposer un débat annuel au Parlement afin de fixer des quotas migratoires. Les mesures sur l'identification des clandestins sans leur consentement sont jugées attentatoires aux libertés individuelles. Également, les juges écartent les changements dans la procédure de l'examen d'octroi d'un titre de séjour. C'est une censure partielle sur ce dernier point. Enfin, à signaler, c'est très important, la régularisation dans les métiers en tension au cas par cas par les préfets a été validée. C'est un des articles dont on parlait le plus depuis le début de l'examen de ce texte. D'ailleurs, les préfets sont convoqués ce matin pour recevoir les premières instructions. Gérald Darmanin a assuré disposer de l'intégralité des moyens dont il a besoin pour lutter contre la délinquance étrangère. Corinne Narassiguin, on voit toutes ces mesures censurées sur le fond, sur la forme. On est d'accord que c'est un revers pour la droite parlementaire, vous le pensez ? Oui, je pense qu'il y a certaines mesures dont ils espéraient qu'elles ne soient pas considérées comme des cavaliers législatifs, notamment sur le regroupement familial, je crois, mais la réalité, c'est qu'ils ont quand même leur victoire politique. Parce que les textes pour vous, c'est une victoire de la droite, cette censure du Conseil constitutionnel ? Non, pas la censure, mais le fait que le texte ait quand même été voté. Ils savaient très bien qu'une grande partie, je le dis, ils savaient très bien qu'une grande partie de ce texte allait probablement être censurée. Et en réalité, ils le cherchaient aussi.
peut-être pas autant de censure, mais en tout cas, il cherchait ça parce que on voit bien le discours était préparé. Et là encore, on voit, c'est le même discours à droite et à l'extrême droite, malheureusement. C'est très inquiétant. C'est pour dire, bien quand même, ces mesures ont été votées, y compris par la majorité présidentielle. Et donc maintenant, elles doivent être revotées dans un nouveau texte de loi, puisque c'était ce que voulait le Parlement. Et puis, ça prouve bien qu'il faut changer la Constitution. La Constitution est mauvaise. Voilà. Donc en fait, au final, ça va dans le sens de du récit politique qu'ils cherchent à installer depuis déjà plusieurs mois. Mais Gérald Darmanin dit que c'est le texte initial du gouvernement qui a été validé. Autrement dit, le sien. Est-ce que c'est pas surtout la victoire de Gérald Darmanin? C'est faux, puisque lui-même reconnaît que c'était un texte à l'origine avec 27 articles. Maintenant, il va en faire passer 50. Par ailleurs, c'était censé être un texte équilibré, c'est-à-dire un texte qui améliore l'intégration des étrangers en situation régulière sur notre territoire. Il ne reste plus rien de cette partie-là. Et c'était un texte qui était censé, dans le contrôle de l'immigration illégale, être méchant avec les méchants. Là, c'est juste plus de désordre sur la question de la règle. Enfin, il va prétendre que c'est plus de sécurité. En réalité, ça va créer plus de confusion et plus de désordre sur les obligations de quitter le territoire, la multiplication des obligations de quitter le territoire qu'on ne saura toujours pas mieux exécuter. Et puis, il y aura moins de recours possible. Oui, parce que simplement, on ne sait déjà pas exécuter, on n'en exécute que 10 à 12% aujourd'hui. Donc les multiplier, ça ne résoudra pas le problème initial. On ne sait pas comment les gérer. Et souvent, elles sont mal prononcées. Voilà. Et en plus, là, on assouplit les critères pour les prononcer. Donc vraiment, je ne vois pas en quoi ça va nous sécuriser. Et puis la mesure de régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension, ça ne va pas être un droit fort. Ça va, en gros, on va avoir la même chose que ce qu'on a déjà, c'est-à-dire une régularisation au cas par cas par les préfets, ce qui existe déjà avec la circulaire Valls, et en plus ça va être restreint à des métiers en tension qui sont définis dans un décret dont tout le monde sait que ce décret ne correspond pas à la réalité des métiers en tension. Il ne peut pas correspondre à la réalité des métiers en tension puisque le travail dissimulé, par définition, il ne se déclare pas et donc ça ne se voit pas. À vous entendre, on se dit tout ça pour ça, toute cette séquence, ça fait 2 ans qu'on parle de ce projet de loi immigration, 1 an et demi, j'exagère un peu, mais on se dit finalement, on a vraiment eu des débats intenses pour pas grand-chose à la fin. À la fin quand même, un débat qui a installé le fait qu'une forme de racisme et de xénophobie généralisée dans le traitement de l'immigration, que l'assimilation systématique à l'étranger comme un délinquant potentiel, c'est normal. Ça, c'est quand même extrêmement grave politiquement pour le pays. Et puis là, on va avoir quand même une mauvaise loi qui va être promulguée. C'est pour ça que nous continuons à demander qu'elle soit retirée, parce que c'est une loi essentiellement de police des étrangers. Et qui Sauf que Gérald Darmanin dit qu'elle serait promulguée dans les prochaines heures. On a bien compris. Mais voilà, je pense que ça va créer... Mais vous continuez quand même à demander le retrait, malgré ce qu'a dit Emmanuel Macron hier, malgré ce qu'a dit Gérald Darmanin. Toute la procédure a été faussée. On voit bien la manière dont ça a été adopté, cette loi. Vous l'avez dit vous-même au début, c'était un jeu de dupes, je suis d'accord avec cette expression-là, qu'ils ont essayé d'installer, parce qu'au final, ils voulaient absolument voter cette loi. Et c'est la loi, effectivement, que finalement Gérald Darmanin voulait, qui était une loi... d'agitation, avec laquelle il va pouvoir faire de l'agitation sécuritaire, mais ça n'est pas du tout une bonne loi pour le pays. Un mot, Quentin? Oui, un mot sur ce que dit la droite. Vous disiez qu'ils avaient anticipé cette censure partielle. Nous, on était dans le bureau de Bruno Retailleau hier, il avait l'air assez contrarié par ce qui s'est passé. La droite qui critique la décision du Conseil constitutionnel, les juges seraient allés trop loin dans leur appréciation de ce qui relève ou pas de ces fameux cavaliers. Bruno Retailleau, il dit tous les sujets qu'on a posés, ce sont bien des sujets en lien avec l'immigration. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de légiférer? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je pense que c'est assez normal qu'il y ait cet article dans la Constitution qui soit respecté par le législateur, justement, parce qu'on ne peut pas utiliser n'importe quel véhicule législatif pour intégrer ces lubies, parce que c'est vaguement connexe ou c'est un peu... Là, c'est un texte sur l'immigration. Oui, mais c'est un texte qui visait à contrôler l'immigration illégale et à mieux intégrer. Je ne vois pas en quoi rendre plus difficile le regroupement familial aide à mieux intégrer les Français, les étrangers qui sont sur le sol français déjà en situation régulière.
Et donc c'est à ce titre-là. Mais ça vise à mieux contrôler l'immigration pour les Républicains, ce qui était aussi la partie du texte. Il y avait deux parties. Il y avait une partie contrôle et une partie intégration. Parce que globalement, ils estiment qu'une bonne immigration, c'est une immigration qui n'existe pas. Voilà. Donc c'est pour ça que pour eux, le contrôle, ça veut dire laisser les gens dehors. Mais ça, c'est pas contrôler l'immigration. Enfin, vraiment, le regroupement familial, en plus, c'est un droit européen, c'est un droit international qu'on doit respecter. Et donc, d'ailleurs, je suis certaine qu'il y aura des associations qui, ensuite, vont pouvoir poser des questions prioritaires de constitutionnalité sur certains autres articles quand les décrets seront sortis et qui pourront faire appel, probablement, à des remises en cause sur des conventions européennes et internationales. Au final, Quentin le rappelait, il y a très peu de mesures qui ont été censurées sur le fond. Il y a seulement 3 articles qui ont été censurés sur le fond. Est-ce que ça, vous le regrettez ? Alors, oui, parce que je pense qu'il y a notamment sur la question de l'article préférence nationale, c'est-à-dire celle qui restreint les aides sociales, les allocations familiales notamment, les aides au logement aux étrangers en situation régulière. Avec un certain délai, oui, pardon. Ouais, voilà. Mais là, le Conseil constitutionnel n'a pas dit c'est contraire à la Constitution. Il a juste dit ça n'a rien à faire dans ce texte. Ils sont arrêtés parce qu'ils sont arrêtés au premier filtre. Le premier filtre, c'est normal que ce soit l'article 45, donc la question du cavalier législatif. Comme ils ont aussi été saisis sur le fond, ils auraient aussi pu choisir de se prononcer sur le fond. Ils n'ont pas choisi de le faire. Et donc, ça va maintenant permettre à la droite de poser une nouvelle demande de loi sur cette question-là. Exactement, c'était ma dernière question. Les LR qui demandent au gouvernement de présenter un nouveau projet de loi avec les mesures retoquées pour cause de cavalier, quand les centristes, eux, ont même déjà dit qu'ils allaient faire une proposition de loi, donc une initiative parlementaire, pour eux-mêmes s'emparer de ce débat. Qu'est-ce que vous répondez à la droite et au centre au Sénat ? Pourquoi pas avoir ce débat finalement ? Je ne suis pas étonnée, on l'a déjà eu, nous on a déjà dit notre position sur le fond, sur ces questions-là. Et donc la question c'est est-ce que maintenant les macronistes vont montrer leur vrai visage, qui était qu'ils ont joué avec les institutions en votant des choses dont ils savaient très bien que ça allait être censuré par le Conseil constitutionnel. Et maintenant ils vont nous expliquer qu'en fait maintenant ils vont être contre ce pourquoi ils avaient voté en décembre. Donc tout ça, tout ça c'est une grosse mascarade. C'est assez consternant vraiment, et c'est pas ça qui va conforter, rétablir le lien de confiance entre les Français et les élus. Sauf qu'on a, oui, vous l'avez vu dans les sondages qui sont publiés depuis des semaines, les Français étaient majoritairement favorables à cette loi. Ils demandent un meilleur contrôle de l'immigration. Est-ce que ce qui s'est passé hier, finalement, ne va pas faire le jeu du Rassemblement national ? Je ne sais pas à quel point les Français étaient au courant du détail de ce qu'il y avait dans la loi et de la manière dont les choses allaient s'appliquer et de quelles sont la réalité qui sera la réalité de l'application. En tout cas, dans leur majorité, ils disent qu'il faut des mesures pour mieux contrôler l'immigration, mais y compris les sympathisants de gauche. Mais bien sûr, mais qu'est-ce que vous voulez, quand vous faites un sondage, vous demandez aux gens, est-ce que vous pensez qu'il faut avoir plus de capacité de contrôler, d'expulser les étrangers dangereux ? Qui va vous répondre non ? Une question rhétorique selon vous, oui. Voilà. Mais par contre, ils étaient aussi très pour qu'on régularise, qu'on facilite la régularisation de ceux qui travaillent, ceux qui déjà souvent payent des impôts et cotisent en fait à notre système social. Et ça ne sera pas vraiment facilité dans ce texte de loi. Merci Quentin, à tout à l'heure. Merci Oriane, oui je reviens dans le club, on parlera encore de ce projet de migration, on verra les réactions politiques depuis hier. On verra ça avec vous tout à l'heure dans quelques instants. Quentin, on va parler de l'autre actualité, c'est évidemment cette crise des agriculteurs qui se poursuit, les blocages qui se poursuivent. On attend des réponses de Gabriel Attal, le Premier ministre, aujourd'hui. Mais d'abord, on va voir comment ça se passe du côté du centre. On va à Limoges, on rejoint Olivier Chaperon. Bonjour Olivier, merci beaucoup d'être avec nous. Rédacteur en chef du Populaire du Centre. Et évidemment, cette crise agricole et ces blocages occupent encore aujourd'hui une large place dans vos colonnes, Olivier. Oui, bonjour. Effectivement, oui, c'est l'actualité du jour, alors en Limousin, partout en France, au-delà de la loi immigration, parce que le mouvement s'amplifie, il était déjà monté très rapidement. Aujourd'hui, on constate que dans le Limousin, la Corrèze est rentrée dans le jeu, ce qui était le dernier département du secteur à ne pas avoir encore de forte mobilisation. L'autoroute A20, le Paris-Toulouse, est bloquée en Corrèze, bloquée en Haute-Vienne, la nationale est bloquée aussi en Creuse. Le mouvement s'intensifie puisque d'autres syndicats ont regagné le mouvement lancé par la FNSEA. Il faut dire que les représentants sont très nombreux ici. Alors tout se passe plutôt bien, c'est très organisé, les autoroutes sont bloquées, les déviations sont mises. Alors
Alors ça crée la pagaille évidemment dans les centres-villes, dans les bourgs qui sont traversés par des poids lourds. C'est un peu plus dangereux pour la circulation routière quotidienne, mais on le sent, ils sont très déterminés, les agriculteurs. Ils n'ont pas du tout envie de baisser les bras et les réponses doivent être à la hauteur de ce qu'ils attendent. Sinon, je pense que ça va durer encore un petit moment. Sur les autoroutes, il va falloir quand même que les opérations de dégagement soient faites une fois qu'ils auront quitté les lieux, mais c'est pas encore à l'actualité parce que je pense qu'ils attendent énormément de ce que Gabriel Attal pourrait annoncer. Alors on dit qu'il pourrait l'annoncer en Haute-Garonne, là où il se déplace aujourd'hui, mais ils sont tous convaincus que ce ne sera pas des mesurettes qui les feront bouger, puisque ici comme ailleurs, les revenus des agriculteurs sont en baisse, les lourdeurs administratives s'accumulent, donc c'est vrai que c'est très compliqué, et on sent qu'il y a même si ça se passe dans la bonne humeur, même si effectivement on voit les barbecues fleurir et que c'est plutôt sympathique, ils sont très déterminés, c'est certain. Ouais. Quel est, juste un mot, Olivier, de la particularité de l'agriculture locale ? Alors ici, on n'est pas dans des plaines céréalières, loin s'en faut, puisque c'est essentiellement de l'élevage. Alors l'élevage bovin avec la Limousine, qui est une race reconnue, qui permettait jusqu'alors aux agriculteurs d'avoir plutôt des revenus assez confortables, surtout pour ceux qui faisaient, et pour la plupart le font, de la qualité, de la grande qualité. La viande est très reconnue. Pour autant, leurs marges descendent, et puis ils sont confrontés à une accumulation de normes, à une accumulation de contrôles. On a eu encore un exemple il y a quelques jours où un agriculteur a failli voir son cheptel totalement abattre parce qu'il y avait un soupçon de maladie contagieuse. Il a fallu 4 tests pour se rendre compte que finalement ces tests étaient justement négatifs, et à une journée près le cheptel était totalement abattu. Donc le préfet est venu en personne s'excuser auprès de l'exploitant. C'est vous dire si la tension était déjà grande. Oui, il y a une particularité locale ici, c'est que les exploitants ne vivent plus correctement de leur travail, et je ne vous parlerai même pas de ceux qui sont dans le nord du Limousin qui élèvent des moutons notamment, et qui eux sont très très en difficulté. Mais c'est vrai aussi des pomiculteurs, on en a quelques-uns, enfin on en a même beaucoup ici, et qui arrivent difficilement à tirer leur épingle du jeu. Oui, Olivier, vous avez une question pour Corinne Narassiguin. Alors oui, on sent bien qu'il y a des demandes, et la liste est très très longue des revendications. Il va falloir à un moment ou à un autre que le gouvernement se tourne vers l'Europe. Alors comment aujourd'hui un gouvernement français va pouvoir aller à la Commission européenne et demander des exemptions, des particularités locales, des dérogations? Comment ça peut se négocier? Parce qu'on voit mal décider unilatéralement de Paris des solutions qui ont un impact direct sur l'Europe. Alors, je crois qu'il y a un sujet qui est plus profond, qui est plus large que ça. Bien sûr, il va y avoir des mesures, je vais dire, d'urgence peut-être à prendre, mais au niveau européen, et puis là, on va s'engager dans une campagne avec des élections, je crois qu'il va y avoir un sujet beaucoup plus profond que ça, parce que la révolte des agriculteurs en France, elle avait déjà commencé dans d'autres pays en Europe. Donc on voit bien qu'il y a un problème général en Europe sur la rémunération des agriculteurs, le fait qu'effectivement, on a beaucoup qui ne vivent pas de leurs revenus. C'est pour ça d'ailleurs que les socialistes ont demandé qu'il y ait une commission d'enquête qui soit ouverte par le Sénat sur le revenu agricole, parce qu'il y a en plus de grandes variations, on sait, selon évidemment les territoires et les secteurs agricoles et les tailles des exploitations, etc. Donc il y a effectivement des marges de plus en plus faibles pour les agriculteurs, alors qu'il y a une industrie agroalimentaire et des distributeurs qui, eux, voient leurs marges augmenter, et au final, le consommateur, lui, voit aussi ses prix augmenter. Donc ni le consommateur ni l'agriculteur ne gagnent dans cette chaîne. Donc il y a un énorme problème par rapport à ça. Et il y a un problème de modèle, globalement. La question, c'est évidemment comment est-ce qu'on applique les normes de manière plus intelligente, mais c'est aussi au niveau européen comment on s'oppose à des accords de libre-échange comme le Mercosur, parce que c'est aussi ça le problème, c'est la concurrence déloyale auquel font face les agriculteurs français, mais aussi plus généralement européens, par rapport à des agriculteurs dans d'autres parties du monde qui ne sont pas soumis à ces normes-là. Et ces normes-là, il y en a, peut-être que certaines ont besoin d'être réévaluées dans leur efficacité, mais on a besoin aussi de transformer notre agriculture, parce qu'on a besoin de prendre en compte non seulement la sécurité alimentaire, la santé des consommateurs, mais aussi les questions de transition écologique. Et les agriculteurs sont les premiers à souffrir des dérèglements climatiques. Donc il y a un modèle à repenser. Oui, et ils s'adaptent à l'écologie, mais est-ce qu'aujourd'hui on ne fait pas peser sur eux trop de contraintes environnementales? Et c'est là où il faut réévaluer. Et la France, par exemple,
exemple, quand on a voté la PAC 2023, n'a pas joué son rôle pour justement repenser la PAC, pour qu'il y ait bien meilleur accompagnement des agriculteurs dans cette transformation. Mais la PAC, elle dépend de plus en plus de normes écologiques et de contraintes environnementales. Est-ce qu'il n'y a pas trop de pression des écologistes sur les agriculteurs? Il y a un problème d'accompagnement, parce qu'on pose des normes, mais on ne leur donne pas les moyens de les appliquer. Donc la question, c'est l'accompagnement, y compris financier, pour pouvoir les accompagner dans ces transitions-là. C'est ça le sujet aujourd'hui, c'est aussi, et puis aussi de s'assurer que les subventions, elles vont pas justement uniquement d'abord aux grands céréaliers, d'abord voilà que ça soit aussi équitable, et aussi il y a un autre sujet, mais ça c'est un sujet plus français, sur la question du foncier et du fait qu'on a un problème aussi d'accaparement des terres et d'installation, de transmission. On sait qu'il y a une grande partie de nos agriculteurs qui vont partir à la retraite dans 10 ans. On a un problème aussi de renouvellement des générations et de peut-être de multiplication des plus petites exploitations à taille humaine. Et d'où une loi qui aurait dû être présentée d'ailleurs cette semaine au Conseil des ministres, qui a été reportée, une loi de renouvellement des générations des agriculteurs. Qu'est-ce que vous attendez de cette loi ? Justement, on attend qu'il y ait de vraies mesures qui soient prises sur la question du foncier et sur la question de la transmission des exploitations. Il y a des syndicats, vous avez vu, les blocages se poursuivent, et des syndicats qui appellent aujourd'hui au blocus de Paris. Le mouvement se rapproche de l'Île-de-France. Est-ce que vous soutenez la manière dont les agriculteurs manifestent aujourd'hui ? Alors, moi, je pense que le droit de manifester est un droit qui doit absolument être protégé, qu'ils ont de vraies revendications et qu'ils ont tout à fait le droit de venir sur Paris pour se faire entendre du gouvernement. Par contre, les violences, les actes de barbarie animale, ça n'est pas acceptable. Quand vous entendez Gérald Darmanin hier aux 20h dire qu'il n'enverra pas les forces de l'ordre contre les agriculteurs, ils ne s'en prennent pas aux policiers, ils ne s'en prennent pas aux gendarmes, ils ne s'en prennent pas aux biens publics. C'est ce que dit le ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous comprenez la stratégie du gouvernement ? J'ai quand même vu qu'ils s'en sont pris à des biens publics. À des préfectures notamment. Voilà. Et donc ça n'est pas acceptable. Ça n'est jamais acceptable, quels que soient les manifestants. Mais vous comprenez que Gérald Darmanin dise on n'enverra pas les forces de l'ordre ? Je comprends pas très bien la différence de traitement. C'est ça mon sujet. C'est pourquoi est-ce que on envoie des forces de l'ordre quand c'est des manifestations d'enseignants, de cheminots ou d'écologistes sur certains sites, voilà, où a priori on considère qu'il faut avoir quasiment plus de policiers que de manifestants. Et donc là, il y a quoi ? Il y a deux poids, deux mesures ? Oui, oui. Alors. Enfin, moi, le gouvernement laisse trop faire les agriculteurs qui disent on va pas répondre à la misère en envoyant les forces de l'ordre, c'est plutôt un bon réflexe. C'est dommage que ce soit uniquement quand ça concerne les agriculteurs. Mais pourquoi il y a trop de laisser-faire de la part du gouvernement envers ces agriculteurs ? Bon, il y a une complaisance électorale, on va dire, peut-être. Enfin, je pense ici, mais je ne sais pas si c'est c'est peut-être pas la réalité, peut-être de moins en moins la réalité aujourd'hui en termes électoraux, mais en tout cas, ils estiment que c'est beaucoup plus leur électorat que d'autres groupes de manifestants, peut-être. Olivier, une autre question ? On regarde votre une. On peut regarder la une, effectivement. Allez, oui. On regarde la une. La mobilisation ne faiblit pas. C'est à la une du Populaire du Centre aujourd'hui, évidemment, et plusieurs pages qui sont consacrées à cette colère agricole. Et on attend, on le disait, les réponses de Gabriel Attal. Ce sera dans l'après-midi du côté de la Haute-Garonne. Merci beaucoup, Olivier Chaperon. Merci d'avoir été avec nous et à très vite, évidemment, dans cette émission. Un mot sur un autre sujet, Corinne Narassiguin, c'est la question de l'IVG, de la constitutionnalisation de l'IVG, puisque l'Assemblée nationale l'a voté cette semaine. Ça va maintenant arriver au Sénat et Gérard Larcher s'est exprimé là-dessus cette semaine. Il a dit qu'il n'était pas favorable à l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Ça veut dire pour vous ça ne passera pas au Sénat ? On verra, je pense qu'il va falloir compter les votes, il va y avoir un travail à faire, notamment, évidemment, les groupes de gauche, c'est déjà acquis, mais au niveau des groupes centristes et d'une partie des Républicains. Je regrette que le président de la Haute Assemblée s'exprime de cette manière, qui est, je crois, une position personnelle qui n'est pas non plus a priori la position officielle de son groupe, en tout cas collective, unanime de son groupe. Bruno Retailleau, hier soir, a dit qu'il était d'accord avec Gérard Larcher, le président du groupe. Oui, mais je comprends aussi qu'au sein du groupe, tout le monde n'est pas sur cette ligne. Donc, quand le président du Sénat s'exprime de cette manière pour exprimer son opinion personnelle, effectivement, ça jette le trouble. Et c'est dommageable alors que le texte n'est même pas encore arrivé en commission
au Sénat. Et vous pensez qu'il passera ou pas? Parce que la dernière fois, il est passé, mais ce n'était pas exactement les mêmes termes. C'est la liberté qui a été votée par le Sénat. Là, le gouvernement a fait passer un texte qui dit liberté garantie, ce qui pose des problèmes chez certains républicains qui avaient voté pour la dernière fois. Oui, alors le texte qui avait été voté par le Sénat à l'origine, en réalité, n'aurait pas été particulièrement utile en termes de changement constitutionnel. Et donc, le texte qui est proposé aujourd'hui est un meilleur texte. Et évidemment, nous souhaitons qu'il soit voté, mais je ne sais pas encore, parce que je pense qu'effectivement, on voit bien qu'il y a un revers très conservatiste, un recul en termes de... sur ces sujets de société qui réaffirme... il y a une espèce de retour en arrière. On avait cru qu'il y avait eu du progrès à droite, mais on a une espèce de retour en arrière. Donc je pense qu'il va falloir compter les votes. Je ne sais pas du tout si ça passera. Et vous ne reviendrez pas sur liberté garantie? Pour vous, ça soit rien? Non, parce que sinon, si on enlève de garantie, en réalité, c'est un changement cosmétique, mais qui justement ne garantira pas véritablement le droit à l'IVG dans la Constitution. Merci Corinne Narassiguin. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée pendant cette première demi-heure.